Bonjour et bienvenue sur ESC TV pour le rendez-vous politique de la semaine. Aujourd'hui, nous recevons le conseiller municipal Diego Diaz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes élu comme ministre et nous l'avons dit, conseiller municipal délégué au monde combattant et au travail de mémoire. Cette année, la France a fêté les 71 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale et la libération de l'occupation nazie. Le 21 août, vous avez rendu hommage à la libération de la ville d'Evry face aux pompes patronnes. Monsieur le conseiller municipal, quelle est la place de votre travail de mémoire dans une ville nouvelle avec la moyenne d'âge la plus jeune de France ? Elle est très importante, vous l'avez souligné vous-même, la plus jeune de France. Donc, lorsqu'on parle de travail de mémoire, ce qui est important dans ce travail de mémoire, c'est de s'adresser finalement essentiellement aux personnes qui n'ont pas vécu cette période-là. Il existe encore à Évry des personnes qui ont vécu cette période-là. Juste pour une anecdote, on vient de fêter les 102 ans d'une personne jeudi dernier qui avait été témoin de la libération de la France le 11 novembre 1918. Je veux dire, c'est le cas extrême parce qu'il y a très peu de survivants, mais donc ces personnes-là, beaucoup ont vécu, beaucoup de moins en moins ont vécu ces périodes-là de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, ou ensuite d'autres guerres coloniales d'Algérie et d'Indochine. Mais effectivement, il y a toute une nouvelle génération qui n'ont pas connu la France, n'a pas eu à affronter une guerre depuis plusieurs dizaines d'années, et toute cette période-là peut être oubliée. Donc effectivement, ma délégation, c'est ainsi que je le vois, c'est de travailler beaucoup sur ce travail-là de mémoire, parce que effectivement, pour comprendre le monde d'aujourd'hui, il est essentiel de connaître le monde d'hier. C'est quelque chose d'essentiel. Vous avez parlé de la libération. Cette année, par exemple, la municipalité d'Evry a fait beaucoup de travail. C'était sur la libération des camps de déportation, en particulier d'Auschwitz, où on a organisé une grande manifestation, où c'est qu'on a mis en place des expositions qui ont tourné dans tous les collèges de la ville, de manière à ce que ces jeunes puissent voir ces événements-là, les connaître, et à partir de cela, réfléchir sur cette situation d'aujourd'hui, de manière à ce que tout cela ne se renouvelle pas. On parlait justement des nouvelles générations, le temps passe et les témoins de la Seconde Guerre mondiale sont de moins en moins nombreux. Comment organise-t-on la conservation de cette mémoire ? Avec plusieurs éléments, de manière plusieurs diverses, en participant par exemple à des émissions comme aujourd'hui dans votre télévision, également en organisant des débats, en organisant des expositions, en organisant aussi un travail de mémoire parfois particulier, mais par exemple avec mon collègue Jacques Longuet, vous savez qu'on est une ville d'Evry, vous savez qu'il y a beaucoup de rues, ici en particulier, qui sont liées à l'histoire, la commune de Paris par exemple, ou à des personnages historiques importants. C'est à partir, il y a des noms de collèges, donc certains élèves ou même parfois des adultes se rendent dans ces établissements sans connaître finalement la raison pour laquelle ces noms ont été donnés. Donc tout ce travail-là, qui est un travail du multiple, divers, c'est ainsi que nous souhaitons travailler sur ce travail de mémoire, et pas uniquement de devoir de mémoire, parce que c'est un débat qui est porté aujourd'hui. Le travail de mémoire, c'est-à-dire c'est une réflexion à partir de documents, à partir de témoignages, et puis le devoir de mémoire, c'est effectivement honorer, et c'est important aussi, comme nous l'avons fait pour le 71e anniversaire de la libération d'Evry, où on rend hommage en particulier à tous ceux qui se sont sacrifiés pour que la France soit libre. Mais est-ce que ce devoir de mémoire, ça incombe aussi à la responsabilité de l'éducation nationale ? Aussi, bien sûr, mais pas uniquement de l'éducation nationale. Pas uniquement de l'éducation nationale. Je pense que personne n'a un rôle privilégié. Évidemment, l'éducation nationale joue un rôle important, essentiel. Je crois également aussi des médias de manière générale, qui ont un rôle important. Je crois aussi que les associations, les différentes structures associatives, je travaille évidemment beaucoup avec les associations d'anciens combattants, je veux dire, on en a deux ici à Évry qui sont très dynamiques, donc c'est multiple, mais l'éducation nationale évidemment, en particulier vers les établissements scolaires, joue un rôle important et voire essentiel, mais pas uniquement. Ce travail de mémoire incombe à nous tous.
On l'avait dit au début de l'interview, la France n'est plus entrée en guerre contre un autre pays depuis les événements de l'Algérie, et dorénavant, elle s'engage dans des opérations militaires pour intervenir contre des groupes armés comme Boko Haram ou Al-Qaïda en Maghreb islamique. Quel regard vous avez sur les victimes militaires qui combattent ces groupes terroristes à l'étranger, mais également aussi sur le territoire français? Évidemment, sur les victimes militaires, évidemment, il faut rendre honneur, il faut rendre hommage à ces soldats qui pour se battent pour la France, pour la liberté. Évidemment, il n'y a pas de ce côté-là de soucis, d'hésitation. Ensuite, par rapport à l'intervention de la France dans les différents conflits, il y a quand même des questions à se poser. Par exemple, l'intervention que la France a eue en Libye, qui aujourd'hui se traduit quand même, dont les historiens un jour se pencheront de manière plus précise, mais déjà il y a un certain nombre d'éléments, se traduit ou en Irak, même si la France n'est pas intervenue, les interventions en Afghanistan, les interventions en Syrie, ont déstabilisé complètement ces régions-là. Et lorsqu'on parle par exemple aujourd'hui de l'ensemble des migrants, des drames qu'il y a, malheureusement, c'est une des sources de toutes ces tragédies-là qui aujourd'hui sont dramatiques. Hein. J'ai encore lu 60 personnes qu'on a retrouvées dans un camion mort en Autriche. C'est quelque chose d'horrible, quoi. Alors tout cela, effectivement, on peut avoir on peut honorer les soldats français qui interviennent dans ces pays-là. Parfois même, c'est tout à fait justifié, en particulier dans certains pays d'Afrique. Et en même temps, on peut se porter critique sur la façon dont les pays, en particulier l'OTAN, est intervenu dans un certain nombre de pays sans en assumer finalement les conséquences et sans connaître réellement tout ce que cela pouvait amener. On parle beaucoup donc de conflits, de guerres, de victimes, mais comment le travail de mémoire, quel effet ça peut avoir sur la paix sur le long terme? Ah ben énorme, énorme, bien sûr énorme, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est Michelet qui disait, vous savez, il faut savoir écouter les silences de l'histoire. Et ces silences de l'histoire, il faut savoir les écouter pour justement aujourd'hui comprendre ces événements-là. On a fêté également l'an dernier, malheureusement, le début de la Première Guerre mondiale. Et également, un jour avant la déclaration de guerre, l'assassinat de Jean Jaurès, donc qui à un moment donné, qui a été de ce côté-là très lucide et qui, vous voyez, Jean Jaurès quand même qui avertissait sur les dangers de la guerre, qui a essayé de créer la paix. Donc tout cela, il faut bien le connaître pour préparer, pour comprendre l'origine de ces conflits-là, ce que ça a entraîné comme drame. Et ça, on ne le dira jamais assez. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on a célébré les 70 ans, célébré, c'est un grand mot, on a plutôt rendu hommage donc à tous ceux qui sont morts dans les camps de déportation, qu'on voit les conséquences que cela. Une guerre, c'est jamais quelque chose de neutre, ça a toujours des conséquences chez les civils et chez les militaires, bien sûr, mais ça a des conséquences énormes. Et donc, il faut connaître bien cette histoire, les origines, les raisons pour lesquelles ces guerres ont eu lieu. Hein, je veux dire, le régime, par exemple, ce qu'a fait le régime nazi, la façon dont il a pris le pouvoir, la façon dont, par exemple, en Espagne, au Portugal, en Italie, des régimes fascisants ont été mis en place avec tout ce que ça comportait comme exclusion, et derrière, qui sont traduits par une guerre. Il faut le connaître, il faut connaître cette période-là, sinon on ne peut pas comprendre aujourd'hui, et en même temps, ça permettra je aussi, hein, ça il faut le dire, d'être critique sur la façon dont certains partis politiques en France, par exemple, se développent. Et au niveau de la critique, notre critique de l'histoire à nous pour la France en ce qui concerne ce sujet un peu tabou de la collaboration, voilà, comment on peut arriver à pas rationaliser le discours, mais essayer d'expliquer son contexte. Oui, voilà. Vous avez tout à fait raison. Hein. Vous savez, vous m'avez parlé du discours. Vous savez, dans le discours que j'ai fait donc, pour la libération d'Evry, il est indiqué que la France était occupée par 50 000 soldats allemands. 50 000 soldats pour 40 millions d'habitants. 40 millions d'habitants.
c'est peu, finalement. Pour quelle raison la France a été occupée pendant 4 ans, ou 5 ans, pour certaines régions? Tout simplement, c'est que derrière, les Allemands ont bénéficié d'une collaboration de l'État français et de la police française, au plus haut niveau. Et ont bénéficié également d'un soutien d'une grande partie de la population. C'est quand même une réalité. Alors évidemment, il faut le savoir aussi. Il faut comprendre pour quelle raison. Je pense que je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il y avait des bons, les résistants et autres, et des méchants, ceux qui collaboraient. L'histoire est beaucoup plus compliquée que cela. Il ne faut quand même pas oublier que 30 ans avant, il y a eu la Première Guerre mondiale, les tragédies qu'il y a eu, et beaucoup ont été marqués par cette guerre-là, et donc expliquer, par exemple, le soutien que la population, une grande partie de la population peut avoir avec Pétain, qui avait une grande image là. Il faut savoir aussi, effectivement, vous avez tout à fait raison, dans l'histoire, il faut éviter des clichés, il faut avoir un esprit critique et objectif, tout en ayant évidemment son opinion, et à partir de ces faits-là, que ces faits-là puissent nous servir de leçon pour aujourd'hui. Monsieur Negaudiaz, on va passer à la deuxième partie de cet entretien. On va parler de l'actualité, un peu de la vie d'Evry, voilà. Et notamment ce jeune diplômé de l'université d'Evry-Val-de-Saône qui a été recruté par la NASA pour simuler pendant 1 an un voyage sur Mars. La réussite d'Evry, est-ce qu'elle passera par sa renommée scientifique? Bien sûr, et je pense d'ailleurs que ça c'est formidable, vraiment c'est très exemplaire, donc le fait que ce jeune évryen puisse participer à telle aventure. Et en même temps, effectivement, vous avez raison, bon, les scientifiques, on a eu Évry, c'est la ville du Génopole, c'est une ville scientifique, c'est la ville où il y avait eu Ariane Espace. C'est une ville universitaire de grande qualité. C'est une ville également qui se repose sur un terreau éducatif. Et c'est comme le sport d'élite. Vous savez, on parle de sport d'élite, mais le sport d'élite n'existe parce qu'il y a un sport de masse. Et là, hier, on discutait à un bureau municipal de la rentrée, 7000 scolaires élèves qui vont rentrer mardi prochain dans les établissements de la ville. Un travail formidable de la municipalité, il faut quand même le dire, en matière éducative, déjà avec des efforts importants, et tout cela qui se traduit également par des grands moments comme la soirée des diplômés. Effectivement, vous avez raison, Évry passe aussi par une ville scientifique, tout en indiquant également que ce n'est pas qu'une ville scientifique, c'est une ville aussi populaire, dans le bon sens du terme. C'est une ville où beaucoup de jeunes et de moins jeunes s'investissent, et qui se traduit effectivement en matière éducative par des exemples que vous avez soulignés. J'en citerai d'autres. C'est une vie aussi culturelle, puisque vous savez que ça fait partie de l'actualité. C'est la ville du street art. Avec ma collègue Najoie, il y a un travail formidable qui est ce côté-là, avec une des plus grandes, un street qui sera gigantesque, qui va être inauguré le mois prochain, et qui aussi montre ce que c'est notre ville. Vous avez parlé street art, dans l'agenda aussi du mois de septembre qui arrive bientôt, il y a aussi la fête du sport, la fête des associations, la journée du patrimoine, et comment ces événements, pour la jeunesse, comment ça peut l'aider à l'unifier justement? À l'unifier, c'est prétentieux. Participer à l'unité. L'unifier, c'est prétentieux, parce que vous savez, vous êtes un jeune journaliste, et vous savez très bien que je suis père de 2 filles, etc. La jeunesse est très, très diversifiée, très multiple, elle est pas unique. Alors c'est pour ça que lorsqu'on dit certaines critiquent la jeunesse en général, c'est comme les adultes et autres. Donc la jeunesse, effectivement, toutes ces fêtes-là, associatives ou autres, peuvent aussi effectivement montrer le degré d'investissement de ces jeunes, au niveau sportif, au niveau des associations. Il y a des associations qui fonctionnent grâce à cette jeunesse-là. Il y a plein d'idées de jeunes qui émanent dans des projets multiples, je veux dire, et c'est tout cela qui fait une évolution assez prodigieuse. Effectivement, c'est la ville, avec Grigny, hein, c'est les villes les plus jeunes de France, hein, moyenne d'âge 26 ans,
Donc effectivement, la jeunesse ici joue un rôle essentiel et qu'il faut encourager. On va passer à la troisième partie maintenant. Ce week-end, le Parti communiste va se réunir pour son université d'été en Savoie. Il y aura aussi la fête du Luma qui va rendre hommage, entre autres, à son rédacteur en chef, Claude Cabane. Le PS se réunit également ce week-end pour son université. À l'approche des régionales, voilà, comment voyez-vous une stabilisation des relations entre la gauche, les écologistes et les socialistes? C'est une situation complexe. Évidemment, on est au niveau politique, vous le savez très bien. De ce point de vue-là, le Parti communiste, en particulier avec son secrétaire national, Pierre Laurent, qui d'ailleurs va participer à une réunion publique mardi à Évry, donc, et qui aussi a été désigné par les communistes tête de liste des communistes sur l'Île-de-France. Effectivement, le Parti communiste joue un rôle très important en essayant de rassembler, en essayant aussi d'être force de proposition, en gardant ses valeurs, en particulier au niveau de la gauche, qu'elle a toujours eues et sur lesquelles elle tient, et en même temps en étant conscient effectivement qu'il faut être rassemblé à gauche avec le Front de gauche, avec les Verts et autres. Et aussi, disons-le, puisque vous savez que les élections régionales, puisqu'on parle d'élections régionales, comme les élections municipales à Ivry, il y a un an, on a exactement la même problématique. Il faut savoir exprimer ses idées, et en même temps, on sait que le système électoral étant ce qu'il est, il faut savoir se rassembler pour éviter, par exemple, éviter à Ivry, et c'est ce que nous avons fait, que la droite prenne la municipalité, et éviter qu'au niveau de la région, on donne la région en particulier à Pécresse et à la droite. Et ça c'est important. C'est-à-dire, donc, il faut être nous-mêmes, il faut être rassembleur, et il faut également éviter les scénarios du pire, parce que sur Évry, ou sur la région, ou sur les départements donnés, les localités, ces collectivités à la droite, c'est faire que la population ait moins de droits et moins puisse moins recevoir, et ça constituera un recul, c'est clair, dans le domaine social et dans le domaine aussi culturel et éducatif, puisqu'on parlait tout à l'heure d'éducation. On l'a appris ce matin, on l'a appris, Jean-Vincent Placé prenait la porte, claquait la porte du parti Europe Écologie Les Verts. La veille, François de Rugy, l'un des leaders, a aussi claqué la porte. Mais par contre, Jean-Vincent Placé s'est opposé à une candidature de son ancien parti maintenant pour 2017. En 2007, la campagne présidentielle va grand pas. Comment voyez-vous, quelle est votre opinion justement sur ces campagnes où la gauche se sent quand même divisée? Vous savez, Jean-François Placé est un sénateur qui a été élu dans l'Essonne. Donc moi, en tant que grand électeur, comme si j'ai participé à son élection, donc lorsqu'il avait été candidat, sur justement une liste avec des socialistes, des communistes et avec des Verts de l'époque. Donc je veux dire par là qu'il y a les idées, il y a les mouvements, et puis il y a des personnalités. Alors, je ne vais pas juger de ces personnalités-là, il y a des ambitions. Bon, je crois que c'est Noël Mamère ce matin qui l'a dit, en parlant de Placé. Nous, on n'a pas à avoir de jugement là-dessus. Ce qui compte, c'est ce qu'ils expriment, c'est les idées qu'ils expriment, et c'est la capacité ou pas de pouvoir rassembler, et sur quel objectif. Voilà, alors après, nous, le Parti communiste en particulier, se bat et ne transigera jamais. Nous ne sommes pas un parti, j'insiste beaucoup, nous ne sommes pas un parti d'opposition pour l'opposition. Nous avons notre conception de la politique, c'est d'être critique lorsque ça ne va pas. Par exemple, au niveau des collectivités locales, nous le sommes beaucoup, parce que nous pensons que c'est une grosse erreur de la part de l'État de baisser les dotations de plus de 30 milliards comme elle veut le faire sur 3 ans, parce que derrière, c'est des moyens, c'est des associations qui sont moins financées, c'est de l'investissement en moins, c'est 70% de l'investissement passe par les collectivités locales, et donc nous sommes critiques de ce côté-là. Est-ce que pour cela, il faut renverser la table et dire nous ne voulons plus, nous le disons, nous faisons des propositions et nous essayons de créer les conditions de rassemblement à gauche le plus large possible.
pas uniquement électorale, politique, parce que c'est l'intérêt des gens et c'est notre vision de la politique. Voilà, donc concernant les Verts ou concernant ce qui se passe à l'université du Parti Socialiste ou ailleurs, chacun avoir son jugement. Mais l'essentiel, c'est ne pas oublier, c'est l'intérêt des gens. L'essentiel, c'est surtout ça. En parlant du Parti communiste, donc on a appris hier l'évacuation du camp de Rome dans le municipalité de la Courneuve, décision du maire communiste. Malgré la protestation des associations, quelle solution on peut trouver pour ces populations, pour justement cette communauté qui est très mal perçue en France et qui a difficulté pour trouver des moyens de logement? Vous touchez un sujet de fond, et vous touchez un sujet très important. Alors d'abord, c'est pas le Parti communiste, c'est la municipalité de la Courneuve, qui est une municipalité avec un maire communiste, effectivement, mais une municipalité avec diverses, où tous les courants, d'ailleurs politiques, sont représentés. C'est pas le sujet des Roms, c'est aussi le même sujet que pour les migrants, l'accueil des migrants, qui est dramatique au niveau. Voilà. C'est un sujet, c'est un peu le même sujet, hein, c'est la façon de l'accueillir. Alors, on parle des Roms, c'est un sujet dramatique. Nous, considérons qu'il faut pouvoir recevoir ces populations-là dans les meilleures conditions possibles. Mais une fois que nous avons dit ce sujet-là, indiquer que c'est quelque chose de simple, c'est la relève de la démagogie. Parce que on ne peut pas, à Évry, on se retrouve exactement avec le même sujet, on ne peut pas demander à une collectivité locale qui socialement déjà comme c'est la Courneuve, comme Évry ou comme d'autres municipalités, qui déjà au niveau d'un point de vue social est une population souvent très défavorisée, donc où il y a de la solidarité qui se fait et on l'a fait, ouvrir en permanence sur des populations qui sont déjà en difficulté. Je pense que donc ça relève au niveau européen pour ce qui concerne les migrants et aussi au niveau des Roms et au niveau de l'État de prendre des dispositions de manière à ce que toutes ces populations-là soient le mieux possible accueillies, mais partout dans notre ville, de manière à ce que, effectivement, comme vous avez dit, elles soient acceptées. Parce que c'est assez... vous avez cité l'exemple de la Courneuve. Il y a eu le même phénomène qui s'est passé à Bobigny, où la population des Roms a été donc, il y a eu dans l'Essonne, on a la même difficulté, on a aussi ce sujet-là qui est posé à Grigny, qui a été posé à Évry. Et effectivement, aujourd'hui, c'est un jeu où chacun essaye de rejeter cette population-là, ce qui est une erreur, mais en même temps, on ne peut pas montrer du doigt en particulier une ville qui accueille déjà, la Courneuve accueille déjà des familles roms, Évry aussi, Grigny aussi, donc, mais c'est savoir dans les meilleures conditions possibles comment cette population doit être, et ces sujets-là qui doivent être posés. Voilà. Alors, dernière question, donc, en Autriche, on a trouvé, malheureusement, des dizaines de cadavres de réfugiés dans un camion frigorifié. Quelle est la position d'Évry, la communauté d'Évry, sur ces questions des migrants? Je pense que la position de la ville d'Évry, la position officielle, celle du maire, elle doit être la même que celle j'imagine, que celle du gouvernement, et en particulier celle du Premier ministre, qui est ancien maire d'Évry. Donc, quelle est la position de la ville? La position de la ville d'Évry, évidemment, c'est qu'il faut pouvoir recevoir ces migrants dans les meilleures conditions possibles, en tenant compte, donc, et essayer d'agir aussi sur la source des raisons pour lesquelles ces migrants, parce que c'est tous les jours aujourd'hui, c'est tous les jours. Ensuite, éviter aussi de dramatiser et de considérer que nous sommes envahis, comme certains l'indiquent, que bon, il faut que l'Europe, dans son entier, soit en capacité de recevoir dans les conditions les plus dignes ces migrants-là. Donc c'est notre position. Et je le dis de manière formelle, je ne pense pas que c'est en construisant, comme cela se passe en Hongrie, des murs pour que cette population-là puisse rentrer en Europe.
c'est une population qui a énormément, qui souffre. Beaucoup préfèrent encore mourir dans la Méditerranée que retourner dans ces pays-là où ils sont dans des souffrances terribles. Donc il faut en avoir bien conscience. Donc on ne pourra pas arrêter cette migration-là. Il faut être en capacité de pouvoir l'accueillir la mieux possible et également de prendre ce sujet-là dans sa globalité. C'est-à-dire les raisons pour lesquelles donc, agir pour que dans ces pays d'où ils viennent, je pense à la Libye, je pense à la Syrie ou autre, que les conflits s'arrêtent, que ces pays-là retrouvent des libertés, que les habitants puissent vivre le mieux possible. Mais on sait que ça ne se fera pas du jour au lendemain. Et pour ce qui concerne les migrants qui partent par dizaines, des centaines de milliers, être en capacité de pouvoir les recevoir le mieux possible en Europe et également dans d'autres pays, je pense aux États-Unis ou le Canada ou d'autres pays qui ont certains développements. Monsieur Desgaudiaz, merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà. Je vous en prie, puis très heureux d'avoir participé, je crois, à votre première émission de l'année scolaire. Enfin, et en souhaitant à votre télévision beaucoup de succès. Et je pense que c'est très important au niveau de ce type de médias de pouvoir exister et se développer. Voilà. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve la semaine prochaine sur ESC TV pour un nouveau rendez-vous politique.